Bonjour, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un acteur, scénariste, réalisateur, quoi d'autre, Roda? C'est suffisant, c'est très Danseur. bien. En tout cas, vous l'avez certainement vu dans les séries telles que Unité 42, Invisible, etc. Mais également dans ses one-man shows qu'il a pu jouer notamment au Théâtre de Poche. Merci beaucoup, Roda, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Isabelle. Je voulais aussi remercier les personnes qui nous suivent et qui nous suivront un peu plus tard dans le replay. Si vous souhaitez continuer à suivre mes vidéos, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. J'ai un compte Switch également que je viens juste de créer. Merci d'avance. Roda, tu vas nous dire un petit peu comment tu vas? Ça va, écoute, ça va tranquillement. Je suis dans une phase un peu de préparation de plusieurs projets. Donc, écoute, c'est toujours une phase un peu particulière où je suis chez moi et je travaille en fait la plupart du temps. Et Ah, très bien. j'essaie de trouver des zones de repos, de m'imposer des zones de repos pour me changer les idées, quoi. Oui, mais c'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement, parfois on ne s'autorise pas à se reposer. Or, ça peut être carrément une plage horaire dans ton planning en fait. Et c'est vrai que Complètement. sinon, on a vite tendance à culpabiliser, mais le corps a besoin de se recharger et tu fais bien de t'octroyer ces plages-là pour te Merci. ressourcer de l'intérieur, quoi, te réorganiser. Complètement. Et que, Complètement. en plus, c'est le meilleur moyen aussi d'avoir des bonnes idées, d'avoir comme j'appelle ça, des fulgurances. Mhm, mhm. Non, mais vraiment, c'est vrai. Moi, j'essaie d'alterner déjà en faisant beaucoup de sport, tu vois, pour me changer les idées. Ça, c'est hyper important. Mais aussi, c'est vrai de complètement couper. C'est pas facile pour moi parce que comme j'écris aussi, donc j'ai souvent aussi cette tendance, même quand je suis en train de me balader, à encore penser à écrire. Mais c'est souvent, je marche beaucoup, tu vois, je me balade beaucoup aussi. Mais sinon, ouais, j'essaie vraiment de m'imposer des moments où je me dis, allez, je vois mes potes. Je dois pas travailler, je dois pas rester chez moi à travailler, sinon j'arrête jamais. Oui, effectivement. Oui, et puis j'imagine que tu es quelqu'un de, comme tu viens de le dire, de très intérieur, de très cérébral. Et donc, en fait, même parfois la nuit, on a l'impression que le cerveau ne se repose pas. Ouais, mais en fait, c'est comme moi, j'écris et tout ça, donc souvent j'essaie de trouver l'inspiration, des choses comme ça, ou des fois je suis en train d'écrire une chose et ça me travaille encore. Et souvent quand je lis des livres, c'est souvent lié à ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est difficile en fait, même dans mes petits hobbies, de pouvoir vraiment lâcher prise et couper en fait, si tu veux, avec mon travail. Parce que même quand je prends des livres, des fois je lis des choses et c'est connecté sur quoi je suis en train de travailler. Donc je suis toujours un peu en mode boulot, ce qui est pas facile, tu vois. Mais voilà, en fait c'est toujours là, tu vois. Pour ça ce que tu disais, le côté cérébral, mais c'est vrai que c'est aussi dans le corps. C'est pour ça que je te disais que je fais aussi beaucoup de sport, parce que c'est aussi dans le corps, c'est là, ça te traverse partout. Parce que moi, je travaille beaucoup, par exemple, l'écriture de mes spectacles avec le corps aussi, tu vois. Je travaille très peu à table, assis à table ou à réfléchir à ce que je vais écrire. En général, quand j'écris, c'est que j'ai laissé la chose mijoter en moi pendant longtemps. Euh, ce qui fait que quand j'écris, en général, ça me prend un mois. On the Roda, par exemple, mon premier spectacle, je l'ai écrit en un mois, et le deuxième, Dieu le Père, je l'ai écrit en une semaine, en fait. Mais j'ai laissé mijoter ça en moi pendant longtemps. Et c'est un peu ça, moi, c'est que je laisse mijoter, puis à un moment donné, quand ça doit sortir, voilà, je m'enferme et je le fais, quoi. Oui, c'est très intéressant parce que je fonctionne aussi comme ça et parfois, vu de l'extérieur, ça peut passer pour de la procrastination. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, qu'en fait, tu travailles déjà à l'intérieur de toi et comme tu dis, le jour où ça sort très vite. ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu comme ça. Mais par contre, tu vois, je reste toujours à l'affût de tout, quoi, de tous les éléments qui peuvent venir m'influencer, qui peuvent venir nourrir ce que je suis en train de travailler. Et parfois, ça met beaucoup de temps, parfois, ça en met moins. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le processus, tu vois, que c'est d'écrire et le processus de création artistique. Et j'ai la chance, comme je fais du seul en scène, de pouvoir le vivre, cette chose-là, tout seul et d'accepter tout ce processus, le processus d'être bloqué, le processus d'aimer ce que tu écris, le processus de ne pas aimer ce que tu écris, le processus de sentir que c'est pas juste, que c'est pas ce dont tu veux parler, mais que tu as peut-être besoin de passer par là pour libérer une porte et pour ouvrir une porte et après en ouvrir une autre qui est vraiment celle que tu as envie d'ouvrir. Donc ouais, c'est tout un processus comme ça qui me plaît et du coup qui est beaucoup sur toi
après, évidemment, je vais voir mes metteurs en scène et là, on commence à discuter, quoi. Mais oui, très bien. Mais on va en parler, hein, de toute façon, il y a tellement de choses à dire. Donc, ce que j'aime faire dans cette émission, c'est la première chose, c'est d'expliquer comment on s'est connus, et la deuxième, c'est de faire des liens avec d'autres invités que j'ai eu précédemment. Et donc ici, hors live, tu as réussi à retrouver d'où on se connaissait. Donc, c'était lors du FIF, le Festival international du film francophone de Namur, où tu animais un atelier avec Boinga Pilipili. C'est un atelier avec des jeunes. As-tu envie de nous en parler? Oui, en fait, c'était le festival donc le FIF, hein, Festival Namur, de films francophones, qui nous avait invités et qui nous avait dit, voilà, on a des jeunes de Namur, font une école de théâtre et on voudrait que des comédiens travaillent avec eux. Et donc, avec Pili a pris un groupe, moi j'en ai pris un autre, et on a chacun travaillé comme ça sur des textes qu'ils avaient déjà écrits et qu'on a un peu mis en scène pour le festival. C'était une expérience très chouette parce que moi, je suis pas très... on m'avait souvent demandé de donner des cours, souvent, notamment par rapport au seul en scène, on me demande souvent ouais, de faire des stages, des choses comme ça. J'ai souvent même des amis comédiens qui m'appellent parce qu'ils n'ont jamais fait du seul en scène et qui vont être confrontés à le faire et qui me demandent un peu des conseils. Donc, c'est vrai que je m'étais jamais senti vraiment légitime, tu vois, de me dire je veux partager ça ou je veux pas donner cours ou des choses comme ça. Et là, c'était par exemple une de mes premières expériences vraiment de transmission, d'échange. Mais je pense que je le fais pas parce que je suis très très exigeant avec moi-même. Et du coup, si je dois aider ou même travailler avec quelqu'un, j'aurai cette même exigence et je suis pas toujours sûr que les gens sont prêts à supporter ça. Euh, voilà, surtout dans notre métier. C'est pour ça aussi que le seul en scène, c'est un truc qui me plaît parce que je mets toute l'exigence que je veux sur moi et je m'entoure des gens que je veux, qui connaissent mon exigence et qui souvent me calment un peu. Mais sinon, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, moi, ouais, à être dans la notion de transmission ou de travailler pour d'autres personnes ou avec d'autres personnes parce que j'ai besoin de cette exigence, quoi. Oui. Et donc oui, donc je disais que tu as travaillé avec Boinga Pilipili et je t'ai vu, enfin j'ai vu que tu avais joué également avec Wim Willard, que j'ai eu la chance aussi de recevoir dans une des conversations. Vous avez joué ensemble dans un film qui s'appelle Cargo, où il y avait Ouais. également Sam Louis et Jos de Pauw. Et alors il y a François Necken que j'ai vu aussi dans ta filmographie pour Ma mère est folle de Diane Curis avec Fanny Ardant et Vianney. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, Wim Willard, c'était assez fou, en fait, Wim Willard, parce qu'on a fait. Voilà, cette petite histoire. C'est spécial pour toi, Isabelle, c'est pour ton ciné-club. Ah, Écoute, merci. ouais, vraiment. Écoute, donc, ce film-là, c'est vraiment génial, Cargo, parce que c'est le premier film de Gilles Coulir, qui est vraiment un super réalisateur néerlandophone. Et je crois que ça a été une de mes premières expériences du côté néerlandophone. Et en fait, la directrice de casting m'appelle, elle me dit voilà, Roda, j'ai un rôle, mais bon. Et je sens qu'elle met beaucoup tu sais, de, de la crème comme ça Recette. avant. Je me dis, qu'est-ce qu'elle veut? Moi, elle me dit, il y a des gens qui ont refusé, et tout ça. Et là, je me dis, oula, dans ma tête, je me dis, ok, d'accord, on va me proposer un rôle de terroriste, je connais Oui. l'histoire. Et je dis, non, ouais, vas-y, dis-moi. Et en fait, elle me dit, c'est le rôle d'un homosexuel. Je dis, ok, d'accord. Elle me dit, voilà, mais il y a une scène d'amour avec Wim Willard. Et moi, je connais pas Wim Willard à ce moment-là, tu vois. Je dis, bon, elle me dit, mais chez nous, c'est vraiment une star en Flandre et tout ça. Elle me dit, est-ce que ça te dit de passer le casting? Elle me dit, en plus, le réalisateur, il est bien, c'est son premier film, donc t'inquiète pas, ce sera pas filmé. Et je dis, bah écoute, ouais, ok, si tu veux, moi je vais passer le casting déjà, et puis on discutera après, quoi, de la chose. Je passe le casting, donc je chope le rôle, qui était le chouette rôle, et qui était, en fait, je jouais le petit ami de Wim Willard dans le film. Et en fait, alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a une scène d'amour, quoi. Alors là, c'était drôle parce qu'avec Wim, on ne se connaît pas, mais on a très vite matché, on s'entendait super bien. Et alors là, on a eu notre première scène d'amour quand même, scène d'amour homosexuelle, tu vois, nous, on était là un peu comme ça. Alors il fallait évidemment cacher les parties intimes et tout ça, et on était vraiment un peu mal à l'aise. Et finalement, on y est arrivé. Euh, et alors, ce qui était dingue, c'est que la scène n'est pas dans le film. Donc ne la Ah cherchez non? pas. Et la scène n'est pas dans le film, juste parce que ça ne servait pas. Et comme d'habitude, on coupe beaucoup de choses après. Mais c'était super drôle parce que nous, après, on s'est revu avec lui, on s'est dit, on a fait tout ça. Et en Pour fait, le rien. truc n'est pas dans le film. Mais ce qui est génial, c'est que ça a créé une vraie connexion entre Wim et moi. Et chaque fois qu'on se croise, c'est vraiment, voilà, ça, c'est une expérience, t'oublies pas. Et puis surtout, moi, cette porte-là m'a vraiment permis d'entrer du côté néerlandophone, voilà, de me faire connaître un peu au niveau du côté de la Flandre, quoi.
Ah, tu Mais as fait donc, d'autres, t'as eu d'autres expériences ouais, du côté de la bah, France? tu sais, toutes les séries que j'ai faites, même du côté francophone, c'est des réalisateurs néerlandophones. Et en fait, souvent, ils m'avaient tous vu dans Cargo, dans autre chose, dans Cargo, souvent, ils m'ont vu. Et par exemple, après, quand on a fait Unité 42, c'était un réalisateur néerlandophone. Ah, je ne savais pas. Oui, c'était trois les réalisateurs néerlandophones. Donc, eux avaient déjà un peu vu ça, un peu vu, je pense, Cargo. Puis après, de là, ben, tu as trois réalisateurs néerlandophones qui t'ont vu, qui font Unité 42. Et Invisible, c'est Effet aussi un boule de neige. réalisateur. Ouais, Invisible, c'est aussi un réalisateur néerlandophone, Geoffrey Enthoven. Et là, je suis sur une série qui devrait sortir en 2023, où là, c'est aussi réalisateur néerlandophone. Mais là, c'est la première série un peu francophone et néerlandophone. Tu sais, c'est la première Ah, coproduction. chouette. Ouais. Et donc, ouais, voilà. Donc, et souvent, les gens me disent, ah, mais je t'avais vu dans Cargo. Et je dis, ah bah, je savais pas, quoi. Pour moi, c'était un rôle que j'avais fait comme ça, même si c'était un très chouette rôle. Mais voilà. Donc, je Ah, parle de bah, Wim Muller, super. c'est ça, vraiment, c'est une belle rencontre. On a un bon En souvenir commun. effet. Et c'est Wim Willard qui m'a présenté à Bouanga Pili Pili, justement. Donc finalement, Ah la ouais, boucle est bouclée. ouais, Oui, oui, bah, c'est un super acteur et c'est une belle personne. Donc c'est super de ouais. pouvoir parler de lui dans ce live et c'était chouette de le recevoir aussi. Et c'est vrai que moi, je suis très fan du cinéma flamand. Je regarde de plus en plus. Et là, dans la sélection des Magritte, j'ai tout regardé pratiquement et franchement, j'ai été épatée par tous les films que j'ai vus. Je les ai pas tous vus encore, mais j'en ai vu 8 et franchement, je les ai tous aimés. Et donc, c'est vrai que c'est chouette d'avoir l'opportunité de travailler avec des gens qui ont autant de talent. Donc, tant Mhm, mieux. mhm. Je te souhaite en tout cas de pouvoir continuer des deux Merci. côtés de la frontière parce que c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir créer des ponts et de se dire, tiens, en tant que comédien, on ne veut pas se mettre de barrière, quoi. Complètement, complètement. Oui. Alors, commençons par le début. Donc, tu as fait tes études à l'IAD. Comment t'est venue l'idée de devenir comédien? En fait, tu vois, moi, c'est marrant parce que j'ai pas vraiment fait, j'ai jamais eu d'envie d'être comédien. Je sais pas d'où ça m'est venu. En fait, moi, je faisais du tourisme. Mon envie à moi, c'était toujours de voyager, de rencontrer les gens, les autres cultures. Donc, j'ai toujours cette notion d'aller vers un ailleurs, de vraiment de faire du tourisme, quoi, d'être steward. Je voulais être dans un avion, voyager et tout ça. Ben ouais, je te vois bien. Je te vois bien Mais je pense partir. qu'il y avait quelque chose mais il y a quelque chose de ça dans mon métier quand même. Et en Oui, fait, moi, j'étais en dernière année de tourisme, donc j'allais être gradué, tu vois, je réussissais mes études, j'avais pas de soucis, et j'avais un stage. Et juste avant le stage, en fait, il y a un prof de théâtre qui avait mis une petite note sur un mur en disant cours de théâtre à 500 mètres de l'école, quoi. Et c'était à Etterbeek, à l'Académie Jean Absil. À l'époque, c'était monsieur Bernard Marbet qui était professeur là-bas. Et donc, je vais à ce cours, mais je peux même pas te dire pourquoi, Isabelle, d'un seul coup, je décide d'y aller, quoi. C'est juste, je vois ce truc, je dis, ah, théâtre. Et je sais pas pourquoi, il y a un fantasme qui se fait. Je dis, je vais aller. Et j'appelle deux potes du quartier à venir avec moi. C'est genre, je vais pas me déplacer tout seul. J'arrive là avec mes deux potes, on débarque, on rentre dans cette salle. Et on voit ce truc, je me souviens, ils étaient en train de jouer du Cyrano de Bergerac, des scènes de Cyrano de Bergerac. La semaine d'après, je reviens, mes potes, eux, évidemment, ils ont dit, mais non, attends, laisse tomber, nous, on n'y va pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été attiré par cette chose-là. Et en fait, à la fin de la première année, enfin, à la fin de mes études de tourisme, j'avais fait un an de cours du soir aussi en académie. Mais entre-temps, j'avais aussi fait mon stage de tourisme dans une agence de création de voyages. Et j'avais vu les gens malheureux, en fait, oh, dans cette agence. Ils étaient vraiment chantés un côté un peu aigri, fatigué. Et je me suis dit, bon, voilà, Roda, ça, tu veux pas, quoi. Tu veux pas que ta vie ressemble à quelque chose où tu vas être malheureux, où tu n'as pas envie. Je me suis dit, et je me souviens très bien, mon maître de stage en tourisme, je lui avais dit, écoutez, madame, je suis vraiment. Parce que j'étais surpris, quoi. Je lui disais, écoutez, moi, j'ai envie. En fait, je me rends compte que je fais mon stage et que j'ai pas envie de faire mon métier dans le tourisme, quoi. Je pas envie de travailler dans le tourisme. Et elle a eu cette phrase magnifique, elle m'a dit, mais c'est génial. Elle dit, au moins, tu te rends compte de ce que tu ne veux pas. Alors que moi, j'étais un peu dans une peur de me dire, j'ai fait des études, je vais être diplômé. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais en fait, j'ai fait toutes des études pour un métier que je veux pas. Et je découvrais le théâtre. Et en même temps, le théâtre, c'était une zone pour moi inconnue totale. J'avais personne dans mon entourage qui était dans ce milieu-là. Je lisais pas de livres, tu vois, j'allais pas au théâtre parce que j'évoluais pas dans ce milieu-là, dans les écoles dans lesquelles moi j'étais, dans mon quartier, tout ça. On ne nous proposait pas d'aller forcément au théâtre. On est allé peut-être une fois au théâtre, et c'était au théâtre de poche. Donc, tu vois, encore une fois, le hasard. oui. Mais il n'y avait pas ce truc de la culture, de lire des livres. On ne nous invitait pas à tout ça. Parce que c'était des écoles aussi un peu compliquées, quoi. C'était pas les écoles non plus, tu vois, où, voilà, hyper facile à gérer non plus. Donc, je blâme pas les professeurs. Et donc, moi, je me retrouve là et je vois qu'en fait, dans l'académie où je suis, donc
de théâtre, je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent et qui veulent présenter le conservatoire, parce qu'il y a monsieur Bernard Marbet est professeur au conservatoire. Et moi, je suis un peu là en mode conservatoire, c'est quelque chose d'énorme. Je me dis, conservatoire, il faut avoir lu Molière, enfin, Oui. c'est des gens qui, tu vois, dans ma tête, c'est conservatoire. Je me dis, mais non, jamais de la vie, Rodin, où tu vas aller au conservatoire? Et je me donne encore un an de réflexion. Je dis, je vais continuer le cours du soir en théâtre en me disant, je vais voir si j'aime vraiment cette chose-là. C'est peut-être. Et en journée, je fais des cours d'espagnol en me disant, voilà, au pire, si je reviens au tourisme, j'ai approfondi mon espagnol. Et en fait, à la fin de la deuxième année, je me dis, bon, je vais tenter le conservatoire. Je me dis, je vais tenter. Si je suis pris, je fais du théâtre. Si je suis pas pris, je ferai du tourisme. Voilà, tu vois. Et en fait, je fais le conservatoire de Bruxelles. Et là, je suis pris. Je fais un an au conservatoire, mais je suis pas tellement heureux au conservatoire. Et je change et je passe à l'IAD. Et après, là, je fais 4 ans à l'IAD encore. Et donc, tu as réussi l'examen d'entrée de l'IAD aussi. Ouais, ouais. Et j'ai fait en fait mon cursus à Super. l'IAD. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, après, c'est venu comme ça, tu vois. Mais j'ai pas comme beaucoup de gens ce truc de dire j'avais envie de jouer, j'ai toujours aimé jouer. Non, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a attiré. La seule chose, moi, quand j'ai commencé de faire du théâtre, c'était l'envie de faire rire. C'était de monter sur scène et faire vraiment de l'humour pur, des sketchs, du stand-up, des trucs comme ça. Moi, je suis rentré au théâtre pour ça, en fait. C'était Mais en ça, moi. plus, vous jouiez la scène de Cyrano, enfin, vous jouiez du Cyrano, qui est quand même assez comique aussi, hein, finalement, cette tirade de nez, etc. Oui, bien Donc, c'est vrai que c'est sûr. une belle entrée en matière aussi pour se dire, ah ben, le théâtre, ça peut être aussi un chouette, c'est pas du Voilà, drame, c'est exactement. pas forcément quelque chose de long et de C'est vrai. triste et de chiant, parce que c'est un peu ça qu'on retient parfois quand on est en secondaire. C'est vrai, c'est complètement ça. Mais alors moi, le pire, c'est que donc moi, je rentre là-dedans et donc au conservatoire et à l'IAD surtout, je découvre les grands textes. Je découvre Shakespeare, je découvre. Et là, je tombe amoureux, si tu veux, du jeu, de vraiment de me dire ah ouais, en fait, je veux pas faire que de l'humour, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, je mets l'humour un peu de côté, même si en sortant de l'IAD, la première chose que je ferais, c'est d'écrire un spectacle humoristique. Mais c'est en faisant des études de théâtre que je me suis rendu compte, ah ouais, la puissance de Shakespeare, tu vois, toutes ces choses-là, j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi. Mais je l'ai découvert alors que j'étais à l'école de théâtre, tu vois. Mais il n'est jamais trop tard, j'ai envie de dire. Non, et je découvre encore. Mais oui. Et comment a réagi ta famille, du coup, quand tu as annoncé que tu allais vraiment te lancer dans une carrière de comédien, d'acteur? Écoute, c'est marrant parce que j'ai pas vraiment laissé le choix, tu vois. Donc il y a eu un peu une surprise, une petite surprise, genre bon, qu'est-ce qu'il fait Mais je pense que c'est souvent ce que je dis aussi aux jeunes quand je joue mes spectacles face à des jeunes, et je dis c'est toujours souvent une question d'attitude. Si vous êtes bien dans ce que vous faites, votre famille ne sera jamais vraiment inquiète de ce qui est en train de se passer pour vous. Et donc moi, c'est vrai que c'était une attitude où j'étais tellement dans mon délire, dans mon truc, sûr de moi, en confiance, avec des doutes et des choses comme ça aussi, mais j'étais dans cette chose-là, mais surtout j'étais heureux de faire ça, quoi. Ça m'animait avec les difficultés, avec toutes ces choses-là, que je pense que personne ne s'est vraiment permis de me dire, on m'a jamais dit non, ne fais pas ce métier. C'était une surprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va, évidemment, ça fait un peu peur. C'est quoi le théâtre? Surtout encore une fois, comme je te disais, il n'y avait pas ça dans mon univers du tout. Personne va au théâtre chez moi. Les seules fois où ils vont, c'est pour venir me voir, tu vois. Mais donc, il n'y avait pas ce truc de se dire, c'est un métier, on en gagne sa vie. Il y a toujours cette peur de se dire, est-ce qu'il va gagner sa vie? Mais en fait, je me suis toujours imposé d'une manière naturelle qui fait que ma famille ne s'est jamais dit, oh, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Non, ils m'ont toujours vu en action et ça ne les a jamais vraiment effrayés. Et c'est devenu presque plus maintenant un truc très sympa de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui a pris un autre chemin, tu vois. Oui, ah, c'est bien. Donc du coup, en termes de filmographie, on va parler de ta filmographie, puis après on va parler des séries dans lesquelles tu as joué. Donc je peux citer un film qui s'appelle De l'encre de Amé et Ekoué, qui font partie de La Rumeur, mais tu as joué aussi dans Les Derniers Parisiens de ces deux mêmes réalisateurs, chanteurs. On peut citer L'Italien de Olivier Barou avec Cadmerade et Roland Giraud. Il y a eu Trouble de Laurent King. Euh, euh, ah oui, Bruxelles-Beyrouth, que j'avais vu effectivement dans la plateforme des Magritte. On a parlé de Cargo, de Ma mère est folle. Et donc, de toutes ces expériences, qu'est-ce que tu retiens? As-tu envie de partager avec nous une anecdote? J'avais juste envie quand même de signaler que dans les interviews,
tu expliques que quand tu étais plus jeune avec 2-3 potes, vous vous faisiez passer pour des Italiens pour rentrer en boîte. Et justement, tu joues dans un film qui s'appelle L'Italien, où c'est un petit peu le sujet du film, c'est-à-dire que Cadmerade se fait passer pour un Italien afin d'avoir une promotion. Alors, donc ça, c'est un des exemples, mais as-tu envie de partager avec nous des souvenirs de tournage? Bah, écoute, franchement, l'exemple que j'ai envie de partager avec toi, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue avec le groupe de rap La Rumeur, qui est un groupe de Oui, rap en fait. Ekoué et Amé, qui oui. sont un groupe de rap assez underground, très, voilà, ils sont très sur leur ligne de conduite. Même dans le milieu du rap, ils sont connus pour être, voilà, eux, Je ils cherchent pas. connaissais le nom La Rumeur, mais j'ai jamais écouté. Ouais, et ils sont vraiment connus pour être dans leur truc, d'être dans une authenticité. Ils ont été en procès avec Nicolas Sarkozy à l'époque parce qu'ils avaient écrit des textes et ils ont gagné les procès, mais c'était genre des procès qui ont duré 10 ans. Et en fait, je vais te parler de cette expérience-là parce qu'elle m'a énormément appris. En fait, je me souviens un jour, il y a une directrice casting qui m'appelle, la même chose, me dit voilà, j'ai un rôle à faire et je la sens gênée. Et je dis ouais, mais c'est quoi? Donc moi, avec l'expérience, je dis bon, mais c'est quoi le rôle? Elle dit il n'y a pas beaucoup de texte. Et je dis ouais, mais envoyez-moi le texte. Tu vois, je dis je vérifierai, je vous dirai. C'est elle m'envoie le texte. Et en fait, le texte, c'est un mec qui tient un kebab. Et en fait, c'est un film avec Reda Kateb, donc c'était pour la télévision, donc pour Canal+. Et c'était un film pour Canal+. Et la scène, c'est Reda vient et à un moment donné, je lui dis salade, tomate, oignon. C'est ça le texte. Ah Et oui, là, je me dis, mais attends, c'est sous de ma gueule, quoi. Tu vois, je vais pas faire salade, tomate, oignon, vous êtes dingue. Et après là, 3 ans de conservatoire, d'IAD. c'est dingue, en fait. Et en plus, pour nous, on le sait, c'est un truc dans lequel avec lequel on rigole, quoi. C'est genre, on te dit que ouais, quand tu sortiras, tu feras le mec qui fera le kebab, salade, tomate, oignon. Tu dis, je vais jamais mettre salade, tomate, oignon. Mais bizarrement, je sais pas, je suis là, je me dis, mais on se fout de moi, quoi. Et en plus, un casting pour faire salade, tomate, oignon. Je dis, attends. Et je sais pas pourquoi j'appelle un de mes potes, journaliste aussi, et on discute, et il me dit, maintenant, attends, le groupe de rap, La Rumeur, c'est un super groupe de rap, c'est hyper authentique. Et lui, il me dit vraiment, moi j'hésitais, puis je vais voir sur le site quand même, je cherche sur Internet, et je me dis, bon, ces gars-là sont authentiques, quoi. Je dis, bon, fais le casting, on verra. Mais j'arrive au casting, franchement, je me souviens, j'avais mon sac de sport, mais bon, je suis vraiment énervé, quoi. Qu'est-ce que je fous là, quoi. J'arrive, et en fait, il y avait Ekoué qui était là, qui lui filmait la scène. Il y avait une directrice de casting qui est là, je me souviens, elle était enceinte, et on me dit, ouais, voilà, mais il me dit, ouais, pars un peu en impro, Roda. Et moi, j'arrive, et là, je pars vraiment en impro, quoi. Mais vraiment, j'étais énervé, donc je prends en impro, je prends les feuilles du bureau de la directrice de casting, je les jette, je suis un peu, voilà, je suis là un peu énervé. Je joue, j'augmente la scène, en fait, je l'agrandis. Et je vois qu'Ekoué éclate de rire derrière sa caméra. Et puis il me dit directement, et ça c'est très Ekoué, La Rumeur, c'est des gens tellement authentiques. Puis c'est bon, le rôle il est pour toi. Il dit écoute, on va t'écrire un monologue plus long. Je veux que tu t'es plus que ça. On t'adore, je t'adore. Je veux que tu écris plus. Et moi, bon, je sors de là en me disant ok, fous-toi de moi. Je connais l'histoire. Tu vois, ça y est, t'as ton salade tomate oignon. Et parce qu'il me disait voilà, et ça c'est vrai que c'est un truc important. Les seconds rôles, on veut aussi qu'ils soient, même les plus petits rôles, on veut que ce soit des bons comédiens. Bon. Et moi, bon, je sors de là en me disant ok, c'est ça, laisse tomber. Je vais le faire, mais n'espère pas un monologue et tout ça. Et en fait, il m'avait écrit un truc. Il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, Roda, bam, avec Bruno Gassio, qui avait écrit aussi le film avec eux, on a écrit un monologue pour toi. Moi, je veux que tu le joues, tu le fais à ta sauce, tu t'amuses. Je le fais, au tournage, j'arrive, petit truc, et je pars aussi en impro un tout petit peu avec Reda Kateb. Le truc passe, en fait, et voilà. Après ça, ils me disent, ah, Roda, on est en train de préparer un autre film, on te veut dans le film, obligé, on te veut. Moi, je me dis, ok, c'est encore des paroles lancées en l'air, tu sais, d'après tournage, on connaît l'histoire, voilà. Et bien, mine de rien, on s'échangeait des textos comme ça avec eux. Alors que j'avais fait qu'une scène dans leur truc, les derniers Parisiens débarquent, la même chose, et là, ils m'appellent, ils me disent, Roda, voilà, on a une scène pour toi, on te l'envoie, viens dans notre film. Donc, pas de casting, rien du tout. Donc, ça devient un peu une famille d'acteurs. Comme ça, je dis, ok, je dis, les gars, je viens. C'était une très chouette scène. Et là aussi, je continue à partir en impro. Et là, après le tournage, après ma scène, ils me disent, Roda, on a adoré ce que tu as fait, on veut que ton personnage revienne, on va t'écrire des scènes. Ah, Et moi, chouette. moi, dans ma tête, je dis, ben là, attends, ils sont un peu excités, c'est normal, ils sont en train de tourner leur premier long métrage cinéma, tu vois, le soir, ils vont rentrer, ils vont se calmer. Rebelote, il m'appelle, il me dit, écoute, Roda, voilà, on a écrit 2 scènes pour toi, est-ce que tu peux venir tourner? Et ça se passe comme ça. Et là, par exemple, ils produisent des films, et chaque fois, ils disent, écoute, Roda, on va essayer de te mettre dedans, et ils ont produit le film de Sarah Marx qui s'appelle Cas contraire. Et c'est là, ils m'ont demandé, mais vraiment de faire, ils me disent, écoute, Roda, on a dit à la réalisatrice, on voudrait que tu viennes, et même, tu vois, un petit truc, tu viens de faire un petit truc dedans.
Et voilà, donc tu vois comment d'un petit truc, salade tomate oignon, l'histoire devient belle et surtout que maintenant c'est devenu vraiment des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'échange parfois un peu au téléphone et tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment une belle rencontre pour moi cinématographique. Ça fait partie des familles du cinéma auxquelles je me sens vraiment proche et ça fait partie des gens qui peuvent me demander n'importe quoi. Je viendrai pour leur rendre service, quoi. Ah, c'est super, vraiment, c'est un beau Voilà. témoignage. En tout cas, j'espère que tu auras encore l'occasion de travailler avec eux. Ouais, Alors, bah, on va parler quand même alors des séries, Unité 42, Invisible. Il y en a eu d'autres, hein, mais ce sont vraiment les deux grosses où beaucoup de gens t'ont découvert, dans lesquelles les gens t'ont découvert. Encore une fois, comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé sur ces projets? Comment l'as-tu vécu? Qu'est-ce qui t'en reste? Ben, écoute, franchement, c'est deux super projets pour moi. Unité 42, j'avais passé le casting. Je pense que je devais pas forcément faire le rôle. Puis ils ont changé de réalisateur qui a changé le casting et qui m'a rappelé. Et donc, je me suis retrouvé dans Unité 42. C'était vraiment une très belle première expérience de série sur le long terme, comment construire un personnage sur la longueur. Et en fait, Unité 42 a été vraiment une manière pour moi d'être un peu plus visible, quoi. Parce que Oui. quoi, je travaillais, j'étais dans mon coin, et puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi rester dans son coin, dans sa bulle. Donc, j'aime bien me concentrer sur l'artistique et pas sur la promotion artistique. Et du coup, là, c'était pas mal parce que d'un seul coup, la télévision, ça ouvre des choses sans que tu aies rien à faire. Tu vois, tu travailles et puis c'est à l'image, quoi. Et donc là, Unité 42 a eu ce succès. Puis j'ai eu Invisible, j'ai passé le casting aussi pour Invisible et là aussi je l'ai eu, tu vois, et je pense que, je sais pas te dire, c'était vraiment deux belles expériences parce que Unité 42 pour moi c'était une très bonne série belge, Invisible. Euh, C'était une série encore avec un genre complètement qu'on n'avait jamais vu, tu vois, avec des effets spéciaux et tout ça. Donc je suis super heureux de ces projets-là parce que c'est des projets qui pour moi ont chaque fois apporté quelque chose dans, dans le monde télévisuel belge. Je pense vraiment, je suis même un peu triste que l'IT42 n'ait pas continué, vraiment, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose là qui pouvait vraiment s'installer sur la durée. Mais je trouve franchement, et je suis super fier de ces projets-là, quoi. Je suis vraiment super fier. Ouais. Ah, très bien. Ouais. Alors, on va parler aussi de tes one-man shows, de tes spectacles seuls en scène, comme on dit en français. Ce que j'avais envie de dire quand tu parlais du fait de vouloir être steward et de vouloir voyager, etc., je raccroche ça au fait que bah, tu as des identités multiples. Hein, donc, on peut citer donc le Liban, le Maroc, la Guinée et la Belgique. Et puis, si on peut on peut rajouter aussi la France et l'Italie. Et donc, ça, c'est un point commun qu'on a tous les deux parce qu'en fait, moi aussi, donc moi, je suis d'origine, mes parents sont congolais, je suis née en Belgique, mais à l'âge de 1 an, je suis partie vivre en Algérie, je suis revenue à l'âge de 5 ans en Belgique, mais j'ai vécu aussi 7 ans en Espagne. Et donc, je me sens un peu de partout, donc je comprends un petit peu ce que tu peux ressentir. Et du coup, ça a fait aussi naître chez moi cette envie de voyager ou de ne pas avoir l'impression d'appartenir à un pays en particulier. Et surtout, j'ai vraiment besoin aussi de m'entourer de gens très différents parce que c'est ça ma richesse. Et donc, je comprends ton envie d'étudier le tourisme et de voyager. Mais c'est Ouais, vrai, ça comme vient tu bien. l'as dit, à travers ton métier, tu le vis aussi comme tel. Et Mhm. donc, Ouais. dans ton premier spectacle qui s'appelle Quart d'identité, tu abordes justement ces questions-là, donc la question de l'identité, le fait de venir d'un peu partout. Et ce que j'ai aimé dans les extraits que j'ai vus, c'est qu'à un moment donné, tu danses et tu danses très bien d'ailleurs. Et tu m'expliquais en off que c'était aussi ta façon de te préparer. C'est que le physique a vraiment beaucoup d'importance pour toi. Oui, 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 oui. En fait, carte d'identité et Hanzo Roda, je parle beaucoup plus de mes identités, de mes origines dans Hanzo Roda. Carte d'identité, c'était le premier spectacle, si tu veux, quand je te disais que je voulais faire de l'humour à la sortie Oui, de l'IAD. C'est un peu le spectacle voilà, que j'ai écrit, un peu humoristique et tout ça, mais ça partait de mes origines, tu vois. Mais déjà, à la fin de ce spectacle-là, ça annonçait Hanzo Roda sans que je le sache. Mais ouais, 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 pour moi, le travail physique, c'est super important, en fait. Et, et j'aborde tout mon travail, c'est chaque fois à travers j'essaye en tout cas à travers le physique, quoi. Et là, par exemple, je suis en train de préparer un nouveau spectacle et j'ai dit à Eric, écoute, il n'y a pas encore de moment physique, ça m'ennuie un peu, je veux qu'il y ait un moment physique, un challenge. Et donc, ouais, voilà. Donc, je travaille par le corps énormément, j'essaye en tout cas. Et,
Et oui, et mon spectacle, oui, sur mes origines, c'est un peu, si tu veux, le thème qui me suit. Moi, j'aime pas trop parler de la notion d'identité et tout ça. Moi, je parle plutôt du conditionnement. Moi, c'est toujours ça, Oui. c'est mon thème de prédilection, c'est le conditionnement. Tous mes projets parlent de cette chose-là, du conditionnement, de ce qui fait ce qui fait qui on est, et qui parfois peut justifier certaines actions qu'on pose et tout ça, quoi. Donc le conditionnement, mais pas le déterminisme. C'est-à-dire, Isabelle. Ben, le déterminisme ferait que parfois on croit que parce qu'on est né à tel endroit ou dans telle famille, on a tel destin, on est prédestiné à vivre telle chose ou à devenir telle chose, quoi. Donc c'est ça, c'est aussi Ah ouais, remettre en ouais. question le fait qu'on peut complètement changer de trajectoire, quoi. C'est pas parce qu'on est Bon, conditionné qu'on doit rester emprisonné dans cette condition, justement. complètement, et tu vois, ce que tu dis me fait penser à ce que Amin Malouf dit dans son livre Origine, dans l'introduction, où il dit, il appelait son livre Origine, et il dit, j'aurais pu l'appeler Racine, mais il dit, le problème du mot racine, ben, racine, c'est les racines d'un arbre. Elles sont là, elles sont ancrées dans le sol et elles ne bougent pas. Elle dit, alors que les origines, c'est pas la même chose. Tu es en mouvement, tu es sur une route, et à un moment, tu peux tourner à droite, tu peux revenir sur la route, tu peux tourner à gauche, ou ne pas revenir. Et voilà, et ça, j'aime bien cette notion-là. Donc, effectivement, non, non, je suis à l'opposé du déterminisme. Mais oui. Et donc justement, tu parles de Amin Malouf, qui a écrit donc Les Identités meurtrières. Tu es en contact avec Amin Malouf et Ibrahim Malouf, si j'ai bien compris. J'ai eu Ce des sont des contacts, oui, j'ai eu la chance d'avoir des contacts, mais tu vois, par exemple, les identités meurtrières, c'est un professeur de tourisme qui m'a fait découvrir, en prof d'anthropologie, qui nous a dit lisez ce livre, Les identités meurtrières. Bon, je me souviens, tout le monde l'avait lu, mais c'était un peu passé comme ça pour la plupart des gens, c'était bon, pourquoi. Mais moi, j'avais été hyper touché, évidemment, par ce livre, parce qu'il était libanais, parce que d'un seul coup, il parlait de choses, et ce livre est devenu mon livre de chevet. Et donc, quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'aller chez Amin Malouf aussi pour lui parler d'un truc, et c'était vraiment super sympa, quoi, parce que c'est déjà pour moi, c'est une légende, quoi. Donc, de me dire, moi qui vient de nulle part, et je me retrouve d'un seul coup avec quelqu'un. J'avais été invité à l'Académie française quand il a été, euh, je sais pas si on me dit intronisé, ou en tout cas, je sais pas, quand il est truc, j'avais reçu une invitation, j'étais allé là-bas, et c'est là que j'avais croisé aussi Ibrahim Malouf, on avait un peu discuté. Voilà, donc après, c'est vrai que c'est quelqu'un à qui j'écris de temps en temps, des fois j'ai des réponses, mais je sais que c'est aussi quelqu'un qui écrit énormément, donc ouais, non, Amin Malouf, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des gens que je lis, que je relis, Amin Malouf et Khalil Gibran, Khalil Gibran, c'est des gens, enfin bon, Khalil, il a rien sorti depuis longtemps, mais non, c'est super, c'est juste des auteurs oui, mais fantastiques, ça quoi. c'est pas grave parce qu'en fait, comme tu dis, ce sont des auteurs que tu lis, que tu relis, et donc finalement, ce n'est pas ancré dans le temps, c'est-à-dire que c'est intemporel. On va Ouais. quand même avancer, Rhoda, puisque le temps passe très très vite et on a encore deux, trois choses à aborder. Donc, On de Rhoda, qui a été mis en scène par Éric de Stark, pour lequel tu as eu le prix de la critique en 2016, je pense. Et alors, il y a eu Dieu le Père, mis en scène par Pietro Pizzuti. Et donc voilà, comment se sont passées ces deux collaborations avec Pietro et Eric de Stark? Euh, Super. En fait, Eric a été mon professeur à l'IAD. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais écrit On the Roda seul dans mon coin. J'avais écrit 80 pages. J'ai appris les 80 pages et je suis parti chez quelqu'un en qui j'ai très confiance, qui est un peu mon papa de théâtre, qui est Angelo Bison. Je lui ai lu non, je ne l'ai pas lu. J'avais appris les 80 pages, donc moi, je ne voulais pas qu'on lise mon texte. Je voulais qu'on me voit le jouer. Et donc, je lui ai joué les 80 pages. Les 80 pages, il m'en a sucré 30. Et là, je suis arrivé chez Eric et j'ai dit à Eric, je lui ai présenté les 50 pages. Donc, j'ai joué les 50 pages aussi directement. Et Eric m'a dit, OK, je te mets en scène et tu joues chez moi. J'ai dit, OK. Moi, je pensais même pas que c'était lui qui allait. Je sais même plus comment on s'est mis à travailler ensemble. Puis il y a eu le succès d'On the Roda qui a été vraiment énorme. Où j'ai beaucoup, beaucoup joué. Et puis là, je suis reparti, je ne voulais plus parler de moi, puis j'ai quand même écrit ce texte Dieu le Père qui est sorti assez rapidement. Et là, je voulais prendre un autre chemin. J'ai appelé Pietro Pizzuti, dont j'étais fan, et qui était devenu un ami aussi, parce que via Angelo Bison. Et donc, en fait, je travaille qu'avec des gens que je connais et qui me passionnent et qui m'inspirent et qui m'apprennent des choses.
Et là, on a travaillé avec Pietro Pizzuti. Alors, Pietro, c'est complètement un autre univers. Pietro, c'est très baroque, c'est complètement fou. Et c'est ce que j'avais envie, de sortir d'une zone de confort. Et on y est allé avec Pietro Pizzuti. Donc voilà, c'est vraiment deux univers complètement différents. Mais c'était super que tous ces gens se rencontrent aussi à travers moi, parce que ce sont tous des gens qui ont 40 ans de carrière chacun, mais qui je pense, n'ont jamais travaillé ensemble. Donc là, c'était pas mal aussi, moi, de faire le pont entre eux, quoi. Et ça, j'adore faire ça, moi. Mais oui. Ah bah c'est Voilà. super. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas parlé du court-métrage Bruxelles-Beyrouth. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Donc, ça a été tourné au Liban. Ouais, ça a été tourné au Liban, c'était une super expérience et surtout, elle m'a permis de rencontrer Thibaut Wolfhard avec qui, là maintenant, je co-réalise et co-écris un long métrage. Avec Thibaut, ça a été une très belle rencontre parce que c'est le genre de réalisateur assez ouvert pour être à l'écoute des artistes et qui en même temps a des compétences en tant que réalisateur très fortes. Et donc voilà, j'ai adoré travailler avec lui, ça a été une très belle rencontre et ouais, vraiment, tourner au Liban aussi, c'était fantastique. On a tourné dans une zone un peu voilà, c'était dans un petit village et tout ça, mais c'était vraiment chouette aussi de rencontrer d'autres artistes libanais. Ouais, j'étais vraiment heureux de tourner ce court-métrage. Puis le voyage aussi qu'il a fait, ce court-métrage, de se retrouver au Maghreb, voilà, c'était génial. Ah, très bien. Euh, donc, tes prochains projets, donc il y a le tournage de ce film, mais as-tu encore d'autres choses que tu voudrais Écoute, annoncer? non, bah, j'ai le tournage de ce film-là j'espère qu'on va démarrer normalement s'il n'y a pas de problème Covid et tout ça, là, dans les mois qui suivent. Et puis j'ai mon seul en scène là sur lequel je travaille. Et donc j'ai une représentation le 24 mars, puis je serai à Bruxelles en octobre au Riche Clair. Là pour le coup, je ferai une série sur un mois. Voilà, puis je travaille sur d'autres projets aussi que je suis en train d'écrire et tout ça. Puis voilà, des projets en tant qu'acteur aussi, mais voilà. Très bien. Et alors, sur LN24, on a pu te voir dans tes chroniques, surtout autour de la question du Liban. Est-ce que ça continue? Mais écoute, en fait, cette histoire est très belle avec LN24, parce que les gens pensent que je suis chroniqueur chez LN24 et tout ça, alors que pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, Katharina Letor, qui m'avait interviewé pour mon spectacle, m'a dit, est-ce que je fais une émission à cause du confinement sur un peu, ça s'appelait Ici et pas ailleurs, je crois, où on veut avoir des gens autour de la table qui discutent avec les politiques. Mais on veut pas des journalistes et tout ça. Elle voulait des gens un peu qui avaient une vision ou un truc intéressant à défendre. Je dis, écoute, je veux bien venir, mais je veux pas venir en tant que Roda qui a son avis à donner. Je veux bien venir en tant qu'artiste. Donc, je veux pouvoir écrire une chronique chaque fois que je viens. Donc, j'ai écrit des chroniques comme ça. Puis, ma dernière émission, il y a eu l'explosion au Liban. Donc, c'était au mois d'août. Oui, je Et me donc, souviens. j'ai fait cette chronique sur le Liban qui a connu un succès assez énorme, qui Oui, m'a surpris. Mais moi, je travaillais plus chez LN24. Enfin, c'était pas prévu que je travaille encore chez LN24. C'était juste un mois. Et puis en fait, après, j'ai fait d'autres chroniques chez N24, mais je les ai juste faites parce que moi, j'avais envie de les faire. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste moi qui, quand j'ai quelque chose à dire ou à écrire, j'appelle N24, je dis voilà, j'ai un texte, ça vous intéresserait que je vienne le lire? Oui, non, et il n'y a pas de souci en fait. Ils m'ont toujours dit oui. Mais voilà, c'est ça en fait. Moi, je suis pas du tout. Je le fais plus par besoin d'exprimer une chose et parce qu'aussi j'ai la chance d'avoir un média qui a l'envie de me recevoir. Et donc voilà, donc c'est ça un peu l'aventure LN24. ah, très bien. As-tu envie d'ajouter quelque chose? La question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les personnes qui t'inspirent, mais tu y as quand même pas mal répondu. J'imagine qu'il y a Amin Malouf, il y a les metteurs en scène avec lesquels tu as travaillé, mais peut-être que j'ai oublié de citer quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un que tu as envie de citer? Ah, bah, évidemment, j'ai cité Angelo Bison, qui est mon papa un peu de théâtre et tout ça, mais c'est vrai que là, pour l'instant, tu vois, je regardais un peu les acteurs qui me passionnent comme ça, qui me fascinent un peu. C'est toujours des acteurs où j'ai l'impression qu'ils ont un genre de philosophie de vie ou quelque chose qui dépasse le côté je joue, je suis vu et tout ça, comme Bill Murray, par exemple, tu vois. Et Ah oui, donc, oui. voilà, tu vois. Et donc, voilà, moi, je voudrais à travers là, cette question, pas remercier, mais avoir une pensée pour tous ces artistes qui, quelque part, ne tombent pas dans le côté m'as-tu vu, le côté un peu tous les travers de notre société et qui sont aussi dans notre milieu à nous, le côté réseaux sociaux, le côté Instagram, le côté il faut être vu à tout truc, faire le buzz.
Et donc, je voudrais avoir une pensée pour tous ces artistes de très, très grande qualité, mais qui ont réussi à rester humbles dans leur coin et faire leur travail, comme des gens comme, tu vois, Ben Harper en musique, sont des gens qui sont super, mais voilà, ils restent dans leur monde, ils font leur truc, et voilà, Bill Murray, par exemple, moi, me fascine. Donc voilà, je voudrais avoir une pensée pour tous ces artistes qui travaillent un peu dans l'ombre et qui font du très bon travail, quoi. Ouais, très bien, Rhoda. As-tu quelque chose à ajouter? Un message à Non, passer? non, ça va. Non, merci Isabelle. Bah, en tout cas, je te remercie infiniment. C'était une belle rencontre. On a dépassé le temps prévu, mais je savais parce Ah, qu'il c'est y vrai? avait beaucoup de choses à dire. Mais c'était passionnant de t'écouter. Et évidemment, on pourrait encore parler 1 heure et demie sans problème. Mais vraiment, merci pour enfin, voilà, d'avoir accepté encore une fois cette invitation. J'espère que tu t'es senti bien et que tu as eu l'impression de passer un bon Super moment. bien. Merci pour l'invitation, Isabelle. C'était très, Mais en très tout sympa. cas, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous suivre encore en replay. Et bien, je ne sais pas encore qui sera mon prochain invité, mais je vous tiendrai évidemment au courant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir un petit peu l'évolution de mes projets. En tout cas, encore merci beaucoup. Merci Rhoda et bonne chance dans tout ce que tu fais. À bientôt. Merci.